L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Sebag. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magistrat et enseignant à la fac de droit de Toulon. Vous êtes également l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule Les juges face à Vichy, une singularité française aux éditions Henrik B. Éditions. Première question, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette thématique, particulièrement aux juges pendant la triste période de Vichy? Alors ça démarre avec un travail de recherche qui a commencé il y a 30 ans, qui est un travail strictement universitaire, qui n'a pas trouvé le débouché de publication escompté il y a 30 ans, et c'est bien dommage parce que ça m'aurait permis d'aborder ce sujet il y a fort longtemps. Et surtout, ça aurait été révolutionnaire même il y a 30 ans de parler de ça, non? Sans aucun doute, mais ça n'enlève rien à l'intérêt d'en parler 30 ans plus tard. Et en fait, ce qui réactive les choses, pour ma part, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien et la montée en puissance des actes antisémites commis sur le territoire français après le 7 octobre 2023 et la nécessité de parler pour expliquer d'abord que cette période qu'on connaît aujourd'hui a des réminiscences historiques, essayer de s'interroger sur le parallèle qu'on peut faire entre les deux. Et puis également s'interroger aussi plus précisément sur une éventuelle culture de l'antisémitisme dans la magistrature à travers un certain nombre de décisions judiciaires. Donc que je questionne plus que ce à quoi je ne réponds. C'est aussi l'intérêt de ce livre, je pense, c'est surtout questionner et chacun se fera sa propre idée là-dessus. Et puis également, élément déclencheur pour moi, cette frustration d'entendre la jeunesse s'exprimer sur des sujets tout en indiquant ne pas connaître l'histoire, et ça m'a beaucoup questionné. Donc mon idée n'est pas de dire qu'il faut absolument ne parler qu'à travers le prisme de l'histoire, mais en tout état de cause, il faut essayer de s'y intéresser et la connaître un petit peu pour pouvoir s'exprimer, en tout cas pour avoir une idée éclairée sur la question. Et donc tout en n'étant pas historien, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice de cette façon d'inculquer un peu l'histoire. Vous êtes un professionnel du droit, donc c'est aussi intéressant d'avoir l'avis d'un magistrat qui se penche aussi sur ce sujet. Donc on a bien compris que c'est le 7 octobre qui a un peu tout déclenché chez vous, comme chez beaucoup de gens, dans beaucoup de secteurs. On sent que ça révèle aussi une nécessité d'informer, de se questionner sur son identité et sur l'histoire, et notamment l'histoire de la France sous Vichy aussi. Et de ces juges qui ont pris cette place. Alors vous avez voulu mettre en avant aussi l'idée que pendant la période de Vichy, il n'y avait pas que des vendus. Et ça, c'est important. Il y avait aussi des juges qui ont résisté à leur manière, en ralentissant les procédures ou en refusant d'appliquer certaines lois. C'est bien ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas non plus dresser un tableau noir en disant finalement l'antisémitisme a germé dans ces institutions. Il y a aussi des gens qui ont résisté. Absolument. L'idée, c'est de retracer un peu la diversité de la magistrature de l'époque à travers la diversité de l'humanité. Il y a autant de positionnements quelque part qu'il y avait de juges. Et c'est important de mettre en évidence que dans toute application de loi, il y a une part d'interprétation qui incombe au juge, puisque la loi, c'est l'expression de la volonté générale et impersonnelle. Et dans la façon d'appliquer les textes antisémites de l'époque, il y a une possibilité de faire du cas par cas. Et à ce rendez-vous-là de l'interprétation au cas par cas, il est important de souligner que effectivement tous les magistrats de l'époque n'ont pas appliqué les textes antisémites avec une rigueur excessive. Alors justement, dans le livre, on peut voir des extraits de lois, on a des illustrations aussi. Vous avez quand même fait un vrai travail d'historien. Vous avez pris ce temps-là parce que parfois on se dit ce genre de livre c'est un peu indigeste. Est-ce que je vais tout comprendre? Est-ce que le langage judiciaire je vais l'assimiler? Là, voilà, vous avez essayé aussi de rendre accessibles ces termes et cette histoire. Absolument, et ce que je vous disais tout à l'heure sur l'importance que la jeunesse saisisse de ce livre, c'était aussi une façon de rendre les choses un peu, alors d'une certaine manière un peu plus ludique, à travers l'emprunt des images, et puis aussi de rappeler que l'histoire c'est pas quelque chose d'abstrait. On vit dans une société de l'image, et à un moment donné, expliquer l'histoire, éduquer l'histoire, c'est aussi peut-être mettre des photographies sur des visages, c'est aussi
à travers des frises, représenter le passage du temps avec son immensité. Et donc, je voulais donner un ressort un peu concret à cet ouvrage, un peu comme si on prenait une machine à remonter le temps. En fait. Oui, mais c'est plutôt intéressant, effectivement. C'est d'ailleurs, j'imagine, un livre que vous recommandez à vos étudiants en fac de droit, oui. Parce que, de toute évidence, ça leur donne aussi des clés pour savoir réagir selon des affaires. Parce que, en fait, ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sur le terrain. Vous avez affaire tous les jours à des histoires qui touchent le quotidien de citoyens et de citoyennes, et de faire ce parallèle, finalement, avec ce qui s'est passé sous la France de Vichy. C'est là aussi qu'on peut percevoir à quel point, par exemple, un homme peut être influencé dans sa prise de décision. C'est aussi, ça donne aussi des clés presque professionnelles à éventuellement des étudiants en droit. Et c'est une clé professionnelle pour les étudiants en droit, et en particulier ceux qui préparent le concours d'entrée à l'école de la magistrature, parce que et c'est aussi un des repères un peu historiques de cet élément déclencheur pour moi. Il y a à la fois le 7 octobre 2023 et puis aussi une interrogation sur le nouveau paysage politique français, une interrogation aussi sur un contexte constitutionnel et politique un peu troublé, et une invitation à mes pairs magistrats à s'interroger, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, sur la nécessité de se dire qu'on peut être un bras armé d'un programme politique, et qu'il convient de s'interroger assez simplement dans le travail, dans le rendu de la décision judiciaire tel qu'on nous le demande dans la justice du quotidien, en quoi on peut être instrumentalisé éventuellement par un pouvoir politique, et donc de s'interroger sur les limites de chacun, jusqu'où on peut aller ou pas. Et donc évidemment, je m'adresse à mes collègues magistrats dans ce livre, mais je m'adresse aussi aux étudiants en droit qui se destinent notamment à la magistrature, en leur disant, vous voyez, ce métier-là, ça n'est pas que trancher des litiges au quotidien entre des personnes troublées, c'est aussi, à un moment donné, servir à un pouvoir politique, ou le desservir en fonction du positionnement qu'on peut avoir. Donc évidemment, ça interroge aussi la question de l'indépendance de la justice, à quel carrefour elle doit se positionner par rapport au pouvoir politique. Et puis de savoir si le magistrat, c'est encore simplement aujourd'hui, comme le souhaitait Montesquieu, la simple bouche de la loi. Est-ce que justement l'attitude des juges est un indicateur de la santé de notre société ? Absolument. Absolument, et je voudrais ajouter à ce niveau-là que le fait que la Cour européenne des droits de l'homme soit obligée de prendre des arrêts pour indiquer aux magistrats européens qu'il n'est pas simplement de leur possibilité, mais de leur devoir de prendre la parole publiquement, alors tout en respectant ce devoir de réserve, hein, évidemment, qui est aussi la garantie que la justice ne devienne pas un pouvoir indépendant au sens de exclusif, empiétant sur toutes les autres prérogatives de l'État, mais le fait que la Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'il est du devoir du magistrat de s'exprimer publiquement lorsque l'État de droit est menacé, et je crois qu'on peut se poser la question de savoir si l'État de droit n'est pas menacé aujourd'hui, pas seulement en France d'ailleurs, dans toute l'Europe, est une nécessité. C'est important de le rappeler. Alors, il y a une personne que vous honorez dès le début de votre livre, c'est Robert Badinter. Vous expliquez que sa résilience l'a hissé du statut de victime à celui d'inépuisable et éternel combattant de l'antisémitisme, comme de toutes les pressions des minorités. C'est un exemple pour vous de Absolument, c'est un exemple parce que il est l'image même de quelqu'un qui est capable d'avoir vécu une situation et de prendre suffisamment de hauteur et d'objectivité pour arriver à traiter la difficulté au nom de toute une nation et pas simplement d'une communauté, avec la transparence et l'objectivité nécessaires, et tout en disant la cause ne permet pas de tout confondre et de tout emporter avec elle. Donc pour moi c'est l'image parfaite de l'objectivité absolue, et je tiens à préciser que avec mon ami maître Serge Tavition, avocat au barreau de Marseille, nous escomptons pouvoir préparer un colloque d'envergure peut-être nationale ou internationale aux alentours du mois d'octobre prochain pour honorer sa mémoire et son travail. Le président de la LICRA Marseille que nous avons reçu il y a quelques semaines dans ce studio comme vous. Donc on connaît aussi les combats qu'il porte et on suivra évidemment ça de près. Alors c'est un aspect de l'histoire que nous n'évoquons jamais, le rôle des juges pendant la guerre. Est-ce que c'est une thématique qui n'a pas été selon vous volontairement mise sous le tapis et qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en lumière 80 ans après la fin de la guerre ? Alors effectivement, il y a les premières questions sur le rapport sont posées dans les années 90 environ, avec une conclusion qui était on ne le met pas sous le tapis, mais on l'aborde sous l'angle de c'était un corps intermédiaire qui a eu plus de difficultés à résister que les autres.
et donc une certaine façon de se déculpabiliser en disant on peut pas reprocher au magistrat qui est l'exécutant de la loi d'avoir simplement mis en application cette loi. Aujourd'hui, les travaux d'historiens sont en tout cas sont moins unanimes sur la question et s'ils se sont principalement axés dans un premier temps sur la justice de Vichy, c'est-à-dire celle qui est plutôt la justice politique et qui consiste à avoir travaillé sous l'angle de juridiction d'exception, sur laquelle d'ailleurs on n'a pas hésité à dire que, en tout cas, elle est taxée de collaborationniste parce que ils se sont attaqués dans cette juridiction d'exception aux résistants. Et alors on les appelait les communistes à l'époque et on disait d'eux qu'ils étaient les premiers terroristes, puisque dans l'histoire de France c'est la première fois qu'on utilise ce terme de terroriste à l'égard des résistants communistes. Mais on ne s'était pas intéressé à cette justice du quotidien, cette justice banale, finalement, celle qui a banalisé le mal à travers des législations qui ont consisté d'abord à recenser les juifs, avec des définitions plus ou moins extensives de la judéité, qui sont intéressantes d'ailleurs à étudier parce qu'elles vont bien au-delà de l'exigence de l'Allemagne nazie, ce qui implique donc que la France a un positionnement particulier sur la définition et l'intégration du juif sur son territoire. Et puis elle va bien au-delà d'ailleurs cette définition légale, bien au-delà de ce que les juifs eux-mêmes se reconnaissent comme étant juifs au sens religieux du terme. Et donc ça interroge évidemment sur la conception politique de la chose. Et puis après avoir recensé et défini ce juif, eh bien il faut lui appliquer une politique discriminante pour pouvoir l'évincer de la vie publique, pour pouvoir l'évincer du domaine de la propriété. En gros, tout ce qui va contribuer à pouvoir le recenser, le parquer pour le déporter. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'en est pas là, fort heureusement. Mais comme vous l'avez dit, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme est de retour, de manière de plus en plus décomplexée. Les gens prennent la parole sur les réseaux sociaux, dans la presse, les élus politiques, vraiment tout le monde y met son petit grain de sel. Comment vous, en tant que magistrat, et j'imagine que vous avez aussi affaire à ce genre d'histoire dans vos affaires diverses que vous traitez au quotidien, comment vous percevez cela et est-ce que, de manière très cash, on va se parler cash ce matin, est-ce que l'antisémitisme règne encore auprès de des magistrats aujourd'hui en France ? Est-ce qu'il y a encore cette animosité auprès de la population juive? Je dirais pas ça. D'abord, alors pas aussi ouvertement. Non, je dirais pas que règne un antisémitisme dans la magistrature. Je dis que par moment, il y a une forme d'automatisme, d'incapacité à bien vouloir voir ce qui s'y trouve. Je cite notamment dans ce livre un arrêt qui a été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme l'année dernière, un arrêt à Louche contre France, dans lequel une ressortissante française de confession juive est conduit un amant qui ne comprend pas la situation et donc ce dernier va la poursuivre de ses assiduités pendant des mois, allant jusqu'à la menacer de mort alors la menacer de mort, la harceler. Et évidemment, dans cette façon d'agir pour lui, il y a clairement un motif antisémite qui est évident, qui transparaît d'ailleurs des mots qui sont utilisés. La Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la France pour n'avoir pas permis à cette personne d'accéder, on va dire, aux critères antisémites, en tout cas de pouvoir faire reconnaître le critère antisémite de la persécution qu'elle a vécu pendant de longs mois. Et à travers le parcours judiciaire français qu'a emprunté cette femme, on ne peut pas se poser la question de savoir si l'antisémitisme, lorsqu'il est assumé comme tel, est bien perçu par la justice, tel qu'il doit être mis en évidence. Et à un moment où, de surcroît, effectivement, on a de plus en plus d'infractions de type antisémite, où on a un garde des Sceaux qui a rendu des circulaires invitant les procureurs de la République à bien poursuivre sous ce qualificatif-là lorsque c'est un motif qui est sous-jacent, voire prégnant dans la commission de l'infraction. Il y a parfois un aveuglement à ne pas le mettre en évidence, qui ne peut que questionner. Voilà. Et puis aussi une présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui est victime d'antisémitisme régulièrement. Là aussi, c'est des sujets qui sont
qui sont difficilement acceptables en 2025 en France. Alors au-delà de cette actualité et ce livre, Les juges face à Vichy aux éditions Henrik B. Éditions, vous êtes également vice-président de l'association Amour de la justice, un groupe de réflexion entre professionnels et citoyens pour une justice plus humaine. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette association et de vos actions que vous menez avec elle? Oui, alors cette association qui est un acronyme et qui a pour but de montrer notre attachement charnel à la justice, cet acronyme, enfin cette association a plusieurs objectifs. Le premier, c'est après avoir fait le constat d'une crise de confiance entre citoyens et justice, c'est d'apporter notre petite pierre à l'édifice de la réconciliation. Et donc ça passe par, au-delà du fait que les justiciables se déplacent dans les tribunaux, parce que c'est pas un lieu forcément pédagogique pour eux, l'idée c'est d'aller à leur rencontre dans leur vie de citoyen pour expliquer le fonctionnement de la justice et pour répondre aussi à leurs difficultés. Et parmi ce public, on s'est dit, et c'est aussi l'esprit de ce livre-là, c'est de s'adresser d'abord à la jeunesse, d'abord aux futurs électeurs, en leur disant, eh bien, comme on fait de l'instruction civique dans les établissements d'enseignement, il faut faire de l'instruction judiciaire. Il est normal de savoir comment fonctionne le Parlement et les Sénats. Il est aussi normal de savoir comment fonctionne la juridiction qui est juste en bas de chez soi. Et donc, on se déplace régulièrement pour aller faire de l'instruction judiciaire. La deuxième dimension de cette association, c'est aussi de faire le constat de ce qui fonctionne bien et de savoir aussi regarder sans mettre sous le tapis ce qui fonctionne pas et de réfléchir collectivement à une proposition de refonte de la justice et d'accepter peut-être le postulat qui consiste à dire que à force d'accumuler des petites réformettes qui n'ont pas grand sens et qui parfois n'ont pas des directions convergentes, parfois même contradictoires, proposer un système de refonte totale de la justice. Donc on y réfléchit, et comme on s'est dit que parce que cette association est d'abord fondée par deux magistrats que sont Jérôme Posa et Marie Bougnou, l'idée dès le départ c'était de dire la justice n'appartient pas aux magistrats, il en est un des détenteurs ou un des acteurs en tout cas, et la vision parfaite de cette justice ne doit pas être prise en otage par le regard uniquement de la magistrature. C'est aussi pour ça qu'on n'est pas un syndicat, parce qu'on porte pas, on est apolitique à syndical parce qu'on ne porte pas de logique corporatiste. Notre souhait est de réconcilier tout le monde et en tout cas d'amener tout le monde autour de la même table pour réfléchir à une meilleure justice pour demain. Donc on le fait au quotidien à travers de l'écriture, à travers des conférences, des colloques ou la prise de participation sur des actions de terrain. C'est un ouvrage nécessaire, Les juges face à Vichy, une singularité française. C'est un livre aux éditions Henrik B. Éditions. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet ouvrage que vous avez pris le temps d'écrire malgré votre statut de magistrat, d'enseignant à la fac de droit et de membre de cette association Amour, c'est important. Mais voilà, c'est vrai que c'était un ouvrage important pour vous et surtout nécessaire. Accessible à tous, c'est important de le rappeler. Accessible à tous, important pour moi, et d'en parler en cette période de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, c'était encore plus important pour moi. Ça tombe C'était parfaitement. d'un point de vue calendaire le meilleur moment, je pense, pour en parler. Formidable, avec la préface de Charles Berling que vous pouvez retrouver dans ce livre. Merci à vous, à très bientôt Laurent Sebag. Merci, à très bientôt, au revoir. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.